Bonjour à tous, ici Carlo d'aidersonenfant.com. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce spécial qu'on fait pour vous outiller les familles face aux défis de la hausse des prix et de l'inflation et en même temps de l'éducation financière. Alors comme vous savez, on est toujours là pour outiller concrètement, puis le mandat de l'éducation financière fait partie de ce qu'on fait habituellement, mais là on l'agrandit juste un petit peu pour vous outiller face aux dépenses dans trois catégories, l'alimentation, le logement et les autres catégories de dépenses. Pour ce faire, on le fait avec trois experts que je vous présente dans 2 secondes. On est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions à nos experts, partagez vos trucs aussi pour économiser. Moi, du coin de l'œil, je regarde vos commentaires, je les mets. Si c'est un partage de bons trucs, je vais le partager. Vous avez une question, je vais les partager, puis on va regarder ça avec nos experts. Mais juste avant, je dois dire un gros merci encore une fois à Desjardins et au Fonds du Grand Mouvement qui nous appuient financièrement pour produire encore plus de contenu audiovisuel. Donc, vous le savez, on produit entre autres les parcours parents aidersonenfant.com auxquels les écoles peuvent s'abonner, qui sont animés par notre animatrice et ambassadrice Élise Marquis. Mais on produit une tonne de ressources, dont le direct d'aujourd'hui, pour mieux vous outiller. Et je suis très heureux de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, on a Marie-Pierre Allard, qui est une mère monoparentale, maman de 2 jeunes filles, qui est là, qui vit au quotidien avec les enjeux liés à l'inflation et les hausses de prix. Marie-Pierre, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci. On a Jean-Sébastien Pilote, qui est le jeune retraité qui a pris sa retraite avant 40 ans et qui en fait un peu un mode de vie de bien gérer son argent. Jean-Sébastien, merci d'être là. Salut Carlo. Et on a Maryse Côté-Hamel, qui est une spécialiste en sciences de la consommation à l'Université Laval. Maryse, merci à toi aussi d'être là. Merci de l'invitation. Et la trame de fond de tout ça, en fait, c'est que les dernières données de l'inflation sont à près de 7 Donc, sur les 12 derniers mois, il y a une hausse de prix ou une perte du pouvoir d'achat de près de 7 des familles québécoises. Puis en même temps, on apprenait aujourd'hui que les prévisions pour le panier d'épicerie moyen, c'est une hausse de 1 000 $ sur l'année pour une famille de 4. Ça veut dire qu'on dépense déjà à peu près 4 000 $ par personne, par famille. Donc, c'est beaucoup d'argent qui sont investis là-dedans. Alors, avant d'aller dans le concret, je vais quand même vous demander à chacun, c'est quoi votre relation avec l'argent depuis toujours, Marie-Pierre? Moi, j'ai grandi comme un petit écureuil, là. Tu sais, je faisais mes économies et tout ça. Puis là, est arrivée une séparation et ça te scrape une belle aire d'aller parce que les dépenses deviennent à une seule personne. Ça a été une période vraiment, 2 ans, je dirais, là, assez difficile au niveau du travail aussi. Donc, j'ai Ah oui, dû hein? réapprendre à économiser, un peu comme, j'essaie de voir ça comme j'utilise mon frigo maintenant, donc le moins de gaspillage possible. Chaque sou est important, chaque sou est bien utilisé, comme chaque restant aussi bien réutilisé. OK. Jean-Sébastien, toi, ta relation avec l'argent, j'imagine que c'est assez réfléchi quand même. Ben moi, à l'inverse de Marie-Pierre, si elle est un écureuil ou une fourmi, moi, je serais la cigale. Parce que moi, à la base, j'ai grandi à peu près comme tous les Québécois, c'est-à-dire, je gagne 100 j'en dépense 100 mon salaire augmente ou je reçois un cadeau, quoi que ce soit, j'ai 200 j'en dépense 200 Alors, dans un sens, l'argent me brûlait les mains jusqu'à temps que je rencontre ma fourmi, il y a 25 ans, ma blonde, qui elle est d'origine vietnamienne. Puis c'est vraiment elle qui m'a inculqué vraiment les notions de financière de base, c'est-à-dire avant tout l'épargne. Il faut dire qu'elle vient d'un background de la culture vietnamienne. Alors, le taux d'épargne est environ 10 fois celui qui est au Québec, 30 par rapport à 3 au Québec. Ah Alors, oui. c'est peut-être de là que vient ses connaissances comme ça en finance, puis sa forte propension à l'épargne. Mais c'est vraiment grâce à elle. Alors, je donne vraiment le crédit pour ma retraite aujourd'hui. Puis c'est elle qui m'a permis vraiment de comprendre les finances parce que le système d'éducation a des grosses lacunes à ce niveau-là, selon moi. OK. Maryse, toi qui en as fait un métier un peu de cette relation-là avec la consommation, l'argent, toi personnellement, c'est quoi ta relation avec l'argent? Je dirais que pour moi, l'argent, c'est ni positif ni négatif. C'est vraiment un moyen d'atteindre nos objectifs personnels, puis un moyen aussi de se payer du bon temps. Donc, veux pas, il y a toujours un équilibre à trouver dans notre vie entre travailler trop et pas avoir suffisamment de temps pour les loisirs, mais avoir beaucoup de sous, ou en contrepartie, travailler très peu, puis avoir beaucoup de temps de loisirs, mais avoir vraiment moins de moyens financiers. Donc, entre les deux, il y a vraiment un équilibre qui est propre à chacun, mais qui essentiellement là, nous permet d'avoir ce qu'on a besoin financièrement, puis d'être capable d'atteindre nos souhaits, notre bref, le style de vie qu'on recherche. OK. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je te disais, il y a trois catégories, grosso modo, qu'on va attaquer, l'alimentation, le logement et les autres dépenses.
J'encourage les gens qui nous écoutent, posez-nous vos questions, vos bons trucs. On va les aborder. Moi, je regarde ça de mon œil droit avec mon deuxième écran. Je vais y aller tout de suite avec ma première question très, très concrète. Au niveau de la nourriture, donc là, je disais, on s'attend à ce que le panier d'épicerie coûte en moyenne 1 000 $ de plus pour une famille de 4 en 2023. Et il y a plein d'exemples concrets, là, le prix de la salade, du brocoli qui augmente des fois. Alors, comment est-ce que vous faites pour économiser à l'épicerie? Je commencerai avec toi, Marie-Pierre. Moi, mon truc principal, en fait, c'est d'acheter ce dont j'ai besoin. Je suis une anti-recette dans la vie. Moi, je trouve que les recettes, c'est la meilleure manière de nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. Parce que si on achète une boîte d'une épice en particulier, on l'utilise une demi-seconde, puis après, ça reste dans le garde-manger, ça moisit là. Je pense que d'acheter les matières premières, puis de se construire un menu à partir de ce qu'on a dans notre frigo et non pas à partir de ce qu'on a envie de manger. Pour moi, c'est OK? ma meilleure manière d'économiser à chaque semaine. C'est vraiment d'y aller selon ce que j'ai et non pas Ah, j'ai vu telle personne manger tel truc, je devrais faire ça moi aussi. Si t'as pas ce qu'il faut pour le faire, fais d'autres choses. Donc, y aller à partir de ce que tu as, ça veut dire, je présume, regarder dans le frigo aussi avant. Toujours vider le frigo avant de partir, de vraiment faire comme OK, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai pas besoin. M'assurer d'avoir toujours une bonne base de fruits, légumes, viande au congélateur, tout ça, tu sais, pour que ça soit, tu sais, que peu importe ce que j'ai envie de manger ou cuisiner, j'ai ce qu'il faut Ouais. pour le faire, mais en même temps que je me pars pas dans quelque chose que j'ai 5 ingrédients qui me manquent sur une liste de 6. Ça fait aucun Mais sens. c'est pas plate un peu cuisiner sans recette? Est-ce que ça fait pas des recettes fades tout le temps? Comment tu fais pour jazzer ça? Non, il faut apprendre à faire à manger pour pas que ce soit plate. Je Mais c'est pense que intéressant, plus on a apprendre à faire à d'effervescence, manger. Je pense qu'on l'a oui. perdu, ça, hein, tu sais, faire à manger. Je pense que c'est Jean-Sébastien qui disait en pré-entrevue, tu sais, en moyenne, les familles cuisinaient en nombre de minutes beaucoup plus qu'on va le faire maintenant. C'est ça, hein, Jean-Sébastien? Ben, au début du siècle dernier, les ménages passaient, c'est-à-dire en moyenne 2h30 par jour à cuisiner. Puis maintenant, on est rendu à 8 minutes. Alors, puis je Wow. te rejoins beaucoup là-dessus, ce que tu disais, Marie-Pierre. Moi aussi, je suis un peu anti-recette. Puis, dans le fond, je pense qu'on se met beaucoup de pression parce qu'on voit les comptes Instagram, les belles assiettes, il y a des émissions de cuisine à longueur de journée. Les livres de recettes sont toujours dans les palmarès des meilleurs vendeurs. Mais il reste que notre corps a besoin d'avoir des protéines, des fruits, des légumes. Il y a quelques notions de base. Puis, on peut s'éclater sans suivre une recette. Moi, je compare ça souvent à la danse. Euh, c'est comme si on disait, quelqu'un qui ne connaît pas les pas de la salsa ne peut pas s'amuser en dansant. Alors, moi, quand je veux danser, je fais n'importe quoi, je m'éclate, je suis créatif, je n'ai pas besoin de suivre des pas. Alors, c'est un peu la même chose pour des recettes. Je sais ce que mon corps a besoin. Puis, il y a des soirs, des fois, qu'on n'a pas le goût de cuisiner 1h30 non plus. Mais il y a moyen de faire des repas rapides, improvisés, créatifs. Des fois, ma blonde et moi, on se fait juste un plateau avec des légumes, des fruits, des fromages. C'est super bon, c'est des bons produits. Puis, ça répond à tous les besoins de mon corps. Puis, j'ai pas passé 1 heure non plus à cuisiner. Ah oui. Maryse, ça serait quoi Mais je tes dirais bons que trucs? le truc numéro un que les gens oublient, là, c'est que quand on achète des ingrédients de base, que ce soit les fruits, les légumes, le lait, la viande, les œufs, c'est détaxé. Donc, en partant, on sauve, ou du moins on économise 15%. Et ça, on le perd souvent de vue. Donc, dès qu'on achète un Ouais. produit qui est transformé ou un aliment qui est déjà préparé, c'est là où est-ce qu'un 15% va se rajouter. Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément à perdre de vue. Puis de deux, oui, le coût de l'alimentation a augmenté, mais c'est quand même sous notre contrôle. Donc, il y a quand même encore une différence entre vous pouvez décider de dépenser 100 $ par semaine par personne pour l'alimentation, comme vous pouvez décider d'en dépenser 250. Donc, encore là, ça dépend des choix qu'on va faire. Puis, il y a des aliments dont le coût augmente beaucoup plus rapidement que d'autres. On peut penser le beurre, la margarine, ça augmente très, très, très rapidement, alors Ouais. que le porc, par exemple, a presque pas augmenté ou dans certains cas, même diminué. Donc, c'est sûr que c'est pas des aliments qui sont directement comparables. On ne choisit pas du porc ou du beurre, mais il demeure pas moins qu'il y a des aliments qui sont plus frappés par l'inflation que d'autres. Donc, encore là, c'est de faire des choix. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les dernières années, l'alimentation, les recettes, la cuisine, ça s'est vraiment démocratisé. Oui, effectivement, sur les médias sociaux, on voit que des fois, là, il y a des recettes qui sont beaucoup trop laborieuses et pas nécessairement accessibles pour le commun des mortels un soir de semaine, mais il reste quand même qu'il y a plus d'options sur comment cuisiner, il y a plus de techniques aussi, ou du moins on nous apprend comment faire plus facilement en regardant la télé ou en regardant les médias sociaux. Donc ça permet au commun des mortels d'être un peu plus confortable, d'essayer,
Mais il faut encore là faire preuve de flexibilité. Comme disait Marie-Pierre, si une recette demande du brocoli puis que ce qui est en promotion cette semaine-là, c'est du chou-fleur, ben on peut très bien prendre le chou-fleur. Ça va tout à fait répondre aux besoins puis ça va être assurément aussi bon. Donc encore là, il faut être flexible, il faut avoir envie d'essayer, mais il ne faut pas s'en tenir nécessairement là, à une recette ou à un idéal qui est présenté sur les médias sociaux parce que c'est à ce moment-là qu'on ne l'atteindra jamais. Vas-y, Marie-Pierre. J'ajouterais juste quelque chose aussi. Il y a des gens qui gèrent leur garde-manger comme leur REER. Ils en mettent beaucoup dedans puis ils laissent dormir là pendant 1 an. Ça ne va pas fructifier. La canne, elle ne va pas faire des bébés cannes. Il ne va pas avoir plus de... C'est important de gérer. Là, j'entends ma blonde qui me crie après la maudite réserve là, parce qu'elle veut toujours avoir des affaires au cas qu'elle fait son spaghetti. Ça, c'est correct, là. On s'entend là-dessus. Mais acheter 6 sacs de chips, c'est pas nécessaire. C'est pas une bonne manière de garder ces aliments-là dorment, mais c'est de l'argent qu'on n'a plus dans nos poches, mais qui sont bien existants. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qu'on a, ce dont on a besoin pour notre semaine. Puis c'est vrai aussi parce que souvent, plus on consomme, plus on achète, plus on consomme. C'est plus on en a dans le garde-manger. Si on a 6 sacs de chips, il y a des bonnes chances qu'on en mange 5 en 5 semaines. Mais si on en achète 2 en 5 semaines, on va en manger juste 2 aussi. Donc, il y a une économie là. Maryse, qui est Jean-Philippe après? Jean-Sébastien, excuse. Oui, ce que j'allais dire, c'est que ça dépend aussi de la fréquence à laquelle on va à l'épicerie. Donc, pendant la pandémie, on s'est mis à vouloir faire des réserves puis à ne pas vouloir y aller souvent pour ne pas s'exposer au virus. Mais là, maintenant que ça s'est un peu stabilisé, c'est possible d'aller à l'épicerie un petit peu plus souvent puis d'acheter moins à chaque fois. Parce que une des grandes problématiques ici au Québec, là, c'est qu'on gaspille, on est des champions du gaspillage alimentaire. On gaspille, ça dépend toujours des statistiques, là, ça varie pas mal, mais au moins 1 500 $ par ménage par année. Puis c'est sûr que la problématique avec ça, c'est que c'est de l'argent qu'on n'utilise pas essentiellement. Donc, d'être capable d'y aller un petit peu plus souvent, puis d'acheter particulièrement les fruits et légumes, on sait que ça dure pas très longtemps au frigo, donc d'y aller un petit peu plus régulièrement. Puis aussi d'y aller dans des moments où est-ce qu'on est apte à y aller. Donc si on est Ça veut dire quoi ça, les moments où on est apte à y aller? Mais je dirais que si on a faim, ça c'est le classique, là, c'est pas le bon moment d'y aller, mais y aller aussi dans des moments où est-ce qu'on est alerte. Parce que il y a énormément d'études qui ont démontré que quand on est trop fatigué, c'est là qu'on prend des moins bonnes décisions de consommation. Donc, d'y aller après le souper, c'est peut-être pas l'idéal quand on est fatigué. D'y aller à la fin de semaine après une longue journée de ski ou de plein air, encore là, c'est pas le meilleur moment. Donc, l'idéal, c'est d'y aller le matin, si on est capable, quand on est bien réveillé, ou encore d'y aller dans des moments où est-ce qu'on n'est pas trop distrait. Donc, c'est sûr que d'amener les enfants, des fois, on n'a pas le choix, là, mais si on est capable d'y aller seul, c'est préférable, puisqu'à ce moment-là, on va être capable de se concentrer davantage là, sur ce qu'on a besoin de faire et réfléchir davantage aux produits qu'on va mettre dans notre panier. Absolument. Jean-Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose? Je n'ai jamais fumé de cannabis avant de faire l'épicerie, mais ça, c'est un détail. Oh! Okay. Non, tu as eu des mauvaises expériences. Non, c'est pas vrai. Non, mais je voulais ajouter parce que je pense qu'on s'entend tous pour dire que la planification, c'est vraiment la clé. Puis moi, j'ai vraiment 3 applications que j'aimerais suggérer ce soir qui nous aident beaucoup à planifier parce que c'est ma blonde souvent qui s'occupe de ça, mais elle a eu la générosité de me partager ses bons outils. Alors, le premier étant Reebee, reebee.com. Alors, c'est un site web qui documente toutes les circulaires. Alors, c'est un bon endroit pour connaître les bons spéciaux de la semaine puis savoir où aller faire l'épicerie après. Donc, ça, c'est Reebee, le premier. Le deuxième étant Too Good. Dans le cas de Reebee, je vais revenir à ma bonne... Dans le cas de Reebee, c'est une application que j'utilise depuis 1 an. En tout cas, pas régulièrement, mais que je croise souvent. Et il y a toutes les circulaires d'à peu près tout type de magasins. Donc là, on parle d'alimentation, mais il y a quincaillerie, il y a vêtements, il y a tous les magasins là-dedans qui ont des formulaires. Ça permet de comparer vraiment facilement, rapidement, et les promotions, et de les comparer entre magasins. C'est super utile comme application. Moi, je pense que c'est un point de départ. Surtout si, moi, je me suis rendu compte que quand j'ai une liste, d'abord, de choses que j'aimerais me procurer plus tard, puis que je vais sur Reebee basé sur cette liste-là pour voir qu'est-ce qui est en rabais de ce que j'ai vraiment besoin, là, j'économise beaucoup. Mais quand je vais sur Reebee sans liste, on parle toujours de planification depuis tout à l'heure, quand je vais sur Reebee sans liste, là, j'ai tendance à vouloir acheter des trucs en rabais parce qu'ils sont en rabais, mais pas nécessairement parce que j'en ai vraiment besoin. Je partage. Exactement. Je pense que c'est le point de départ. Puis donc, en parallèle, c'est de choisir la bonne épicerie aussi. D'ailleurs, Protégez-vous a fait une étude dernièrement qui montrait le même panier d'épicerie dans les différentes chaînes québécoises. Puis on passait, je pense, j'ai les chiffres ici, de 242 $
pour le panier à Walmart pour aller jusqu'à 286 pour le même panier à Metro Plus. Alors, il y a un écart d'environ 15 pour les mêmes produits selon le magasin qu'on choisit. Alors ça, c'est important aussi dans la planification d'aller aux bonnes destinations. Je l'ai ici, le tableau, je le mets en ligne. Là. Il vient de ton site, justement, le jeuneretraité.ca. Donc, 242 chez Walmart jusqu'à 286 chez Metro. Ça, c'est le coût d'une épicerie, disons, hebdomadaire. C'est 40 par semaine de différence. C'est immense. C'est immense. Donc, je vous ai parlé déjà de Reebee. La deuxième application que je vous recommande, ce serait Too Good To Go, qui est une application disponible sur Apple puis Android. Puis ça permet de trouver les produits à un tiers du prix. Souvent, c'est des produits qui approchent la date de péremption. Par exemple, si vous habitez à Montréal, il y a un paquet de boulangeries, de pâtisseries. À la fin de la journée, les croissants, ils ne peuvent plus les vendre, alors ils les vendent à rabais. Puis ça, c'est possible d'acheter des sacs. Et ils font des sacs, un peu des sacs surprises, dans lesquels on peut retrouver, par exemple, des viennoiseries, des croissants aux amandes, des pains aux noix. Alors, des très bons produits qui n'auraient pas nécessairement été vendus, mais qui sont encore très, très bons à manger. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième, ce serait l'application qui s'appelle Flash Food. Alors, c'est un peu le même concept que Too Good To Go, sauf que souvent, ça se retrouve souvent dans des épiceries, par contre. Alors là-dessus, on peut trouver, par exemple, de la viande, tout le rayon surgelé. On a des très bons rabais, souvent, sur des produits qui approchent la date de péremption. Par exemple, l'été, pour les barbecues, on peut trouver des belles coupes de viande qui ont été surgelées, des saucisses ou quoi que ce soit. Vraiment une fraction du prix. Alors ça, on peut trouver des très bons rabais là-dessus. Alors, je dirais que c'est les trois applications que ma blonde utilise régulièrement pour trouver des bonnes aubaines puis planifier après ça ou faire l'épicerie. Ça m'amène à partager d'une part le commentaire d'une dame en ligne, Madame Elisabeth Gagné, qui dit... Attendez, je l'ajoute. Ah oui. Madame Gagné ici qui dit « Faut avoir un peu de plaisir en mangeant aussi. » Ça me fait penser au commentaire initial, de ne pas avoir de recettes, etc. En même temps, le mot viande m'a amené la notion de la viande. Il y a quelque chose d'un peu luxe avec la viande, puis se priver de viande en 2022, il y a quelque chose d'un peu... disons, nos parents étaient habitués à ça, ou en tout cas mes parents, mes grands-parents étaient habitués à se priver de viande, mais à manger une fois par semaine. Là, on est rendu dans l'abondance. Est-ce qu'on est capable de conjuguer les deux? Conjuguer bien manger, économiser, mais en même temps, manger de la viande, manger un steak une fois de temps en temps? Marie-Pierre? Ben absolument. Moi, mon truc là, pour la viande, puis ça fonctionne si... là, je remarque qu'on donne beaucoup de choses qui sont en lien avec les grands centres. Faut pas oublier que s'il y a des gens qui nous écoutent en région, où c'est pas rare qu'on a seulement une bannière d'épicerie dans une ville ou dans une région complète. Donc, on est un peu pris avec cette bannière-là pour faire notre épicerie. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là d'aller chercher des meilleurs spéciaux. C'est vraiment un luxe qu'on a. Moi, je suis en Montérégie. J'ai toutes les bannières qui sont dans ma ville. Donc, j'ai vraiment de la facilité à aller chercher des rabais. Mais si ce n'est pas le cas, moi, la viande, là, mon meilleur outil que je vais te donner, c'est un bon 100 $ à investir sur quelque chose qui va te faire économiser des milliers de dollars par la suite. C'est une machine sous vide. Donc, une machine qui va aller emballer les produits sous vide. Quand on revient à la maison, on a acheté de la viande en plus grande quantité. Elle est souvent beaucoup moins chère aussi de cette manière-là et on va l'emballer sous vide pour la reportionner selon nos besoins pour nos différentes recettes. Mais je vais quand même revenir sur l'aspect du plaisir. Moi, je suis vraiment dans un mode de faire attention à ce que je mange, de où ça vient, à combien ça coûte. Mais la notion de plaisir, elle n'est jamais évincée ni dans la fabrication de ce repas-là, ni dans sa consommation. Le plaisir, c'est vraiment la base en alimentation pour moi. Puis je pense que ça fait partie aussi des choses qu'on doit enseigner à nos enfants, qu'un aliment qui nous a coûté un certain prix, s'il est mangé avec bonheur, ben le prix est un petit peu plus facile à avaler, je pense. Et un bon steak sur le barbecue qui nous a coûté 15-20 $, si on l'apprécie puis qu'on le mange avec satisfaction au moment où on le prend, je pense que ça vaut cet investissement-là dans le plaisir. C'est sûr que ça se reprend. Peut-être manger... juste avant, je sais pas, vas-y, Maryse.
Non, je rajouterais juste que quand on apprend à cuisiner, on apprend à découvrir ce qui nous intéresse aussi, puis les goûts qu'on apprécie. Puis on est capable à ce moment-là de s'assurer que de fois en fois, on apprécie toujours plus nos recettes. Puis souvent, on oublie que c'est pas parce qu'un aliment coûte plus cher qu'il est nécessairement meilleur, ou c'est pas parce que ça coûte moins cher que c'est moins bon. Il y a de très bons repas, souvent on dit la viande, mais il y a de très bons repas végétariens, végétaliens qui peuvent coûter vraiment pas très cher, puis être pourtant extrêmement savoureux. Mais l'important, c'est vraiment juste d'essayer des choses, de voir ce qui nous plaît, puis de tenter de s'améliorer de fois en fois. Ça me fait penser aussi, je lisais en préparation, les légumineuses. C'est des protéines, il y a façon de les acheter sèches, là, et même, il y a celles en canne, mais il y a celles déjà sèches qu'on peut réhydrater, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'économies à faire là? Puis est-ce qu'on peut vraiment bien manger avec les légumineuses? Pour ceux qui ne sont pas habitués, là. Assurément, moi je suis végétalienne depuis très longtemps, puis j'achète des légumineuses, ça coûte vraiment très très peu cher là. Pour un sac de 3-4 $, on en a pour énormément de repas. Puis souvent on se dit ben c'est parce qu'on sait pas comment les apprêter. C'est sûr que les premières fois qu'on fait ça, on s'y prend pas nécessairement de la même façon. Mais Marie-Pierre parlait tantôt d'une sous-vide. C'est sûr que si quelqu'un qui va manger des légumineuses régulièrement va assurément s'acheter ce qu'on appelle un instant pot là, ou un autocuiseur. OK? Bref, sous pression. Et encore là, on peut s'en trouver pour moins de 100 $ et ça nous permet, en 2 temps, 3 mouvements, de faire cuire des légumineuses puis de préparer là, énormément de repas sans grand effort parce que ça cuit pour nous. On a juste besoin de peser sur quelques boutons. Fait que ça, on part ça le matin, puis ça va ou on peut le faire en 1 heure en revenant du travail? Oh, ça prend environ 1 heure, effectivement. Là, du début jusqu'à la fin, ça prend environ 1 heure avec une vingtaine de minutes de cuisson. Puis, on peut en faire des très, très grandes quantités, en avoir pour la semaine. C'est vraiment pas très OK. complexe. Mais encore là, souvent, c'est parce qu'on connaît pas ça. Mais si on s'informe en ligne, on peut trouver là, plein de petits trucs comme ça là, qui vont assurément rendre notre vie beaucoup plus facile sans nécessairement devoir Absolument. investir de grands montants. Puis avant de l'oublier, tout à l'heure, tu disais, Marie-Pierre, tu disais de pas entreposer, tu sais, de pas traiter son garde-manger comme un REER. Parfait. Mais c'est souvent le message contraire qu'on entend, entre autres avec les coupons. Quand on regarde ceux qui utilisent à fond les coupons de rabais, ils vont entreposer 48 rasoirs, puis 28 sacs de chips en spécial. Puis est-ce que laquelle des vues est la bonne? Celle ceux qui utilisent vraiment les coupons puis qui vont maximiser tous les rendements partout? Ou c'est la tienne? C'est parce que les coupons, là, pour réussir à faire ce qu'on voit à la télé avec les gens qui font des coupons, c'est une job à temps plein de 40 heures semaine. Moi, j'ai pas ce temps-là à mettre sur trouver le coupon qui va faire que mes 42 rasoirs vont me coûter 44 cents. J'ai Ouais. vraiment pas ce temps-là à mettre dans ma vie. Mais en fait, je pense que si tu as le temps de mettre sur tes coupons et que tu réussis à avoir tes éléments vraiment pas chers, ça peut être une manière justement de stocker certains éléments puis d'être comme plus à l'avance sur certaines choses comme le savon, tout ça. Ça va. Mais moi, ce dont je parle, c'est vraiment dans le garde-manger. Tu sais, les biscuits Ritz, là, il va tout le temps en avoir à l'épicerie. Tu n'as pas besoin d'acheter 50 boîtes d'avance pour que tu en aies encore dans 3 semaines. Ils vont être encore là, ils vont être encore Ouais. sensiblement au même prix. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'on peut économiser quelques sous ici et là, mais je pense que c'est 2 manières de penser. Mais les coupons, j'aimerais ça être cette personne, mais vraiment, je ne trouve pas le chemin dans ma vie pour me rendre là. C'est impossible. Je suis un peu en désaccord avec toi, Marie-Pierre. Oh, on a un Pas débat! par rapport. Allez-y! J'ai toujours rêvé de participer à 110 %. Tu sais, quand tout le monde crie, puis là, c'est le chaos. Je vais essayer de Faudrait reproduire juste ça ce soir. changer l'ordre de nos phrases, parler un peu moins bien, puis on va être à 110%. Mais Marie-Pierre, je suis d'accord avec toi. Les coupons, nous autres non plus, ça ne fait pas partie de notre vie. On ne court pas les coupons, puis on n'utilise à peu près jamais de coupons nulle part. Par contre, stocker, pour nous, c'est vraiment une épargne significative là, au niveau de l'économie, de l'épicerie. Par exemple, quand on va au Costco, on achète des noix de Grenoble, des amandes, on stocke, on achète 3-4 sacs. La même chose pour la farine, on achète des 10 kilos de farine. Puis je trouve que les économies sont substantielles. C'est sûr que ça prend de l'espace chez nous, mais quand c'est des bons produits qui sont durables, pour moi, ça vaut la peine d'en acheter plus, puis de profiter des promotions qui sont vraiment ponctuelles. Souvent, ça ne dure pas longtemps. Puis souvent aussi, il faut dire que c'est des loss leaders. Alors, les entreprises font cette promotion-là pour nous attirer, mais ce n'est pas un prix qu'on retrouve normalement chaque semaine non plus.
Mais l'important aussi, c'est de Absolument. connaître qu'est-ce qu'on consomme essentiellement. Donc, si on sait qu'on prend environ un pot dentifrice par mois, ben, c'est bien correct d'en acheter 3-4 d'avance pour en avoir pour les prochains mois. Mais essentiellement, ça vaut peut-être pas la peine d'en acheter une vingtaine non plus parce que, encore là, ça va être plus que ce qu'on risque d'utiliser. Fait que dans les produits, que ce soit dans les produits de consommation courante ou que ce soit dans les produits d'épicerie, on a tous quelques aliments là, qu'on sait qu'on consomme sur une base assez régulière. Donc ça, oui, effectivement, ça vaut la peine d'en acheter en plus grande quantité dans les bannières comme Costco ou dans des bannières comme Walmart qui vont faire des rabais qui peuvent être assez intéressants. Mais encore là, c'est vraiment de s'assurer de les produits qu'on achète juste une fois de temps en temps, là, qu'on en consomme très peu souvent, mais ça, effectivement, ça vaut peut-être pas la peine d'en acheter en grande quantité. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on achète à l'épicerie? Puis tu sais, on en voit de plus en plus des produits transformés, le prêt à manger. J'ose croire que c'est à éviter parce que ça coûte plus cher, mais c'est quoi votre point de vue? Ça coûte plus cher et c'est taxé. Et c'est En taxé. plus, tu as Donc, c'est toujours. ça Oui, qu'il le ne faut pas 15%, oublier ce que non tu plus. disais au début, c'était vraiment intéressant, ça. Il y a déjà une surprime de 15% de taxes dès que c'est transformé. Effectivement. Oui, effectivement. Ici au Québec, seuls les aliments de base et quelques autres choses, mais normalement, essentiellement, les aliments de base, que ce soit les fruits, légumes, la viande, les œufs, le lait, sont des aliments qui sont détaxés. Et donc ça, on l'oublie. L'objectif là, de tout consommateur devrait essentiellement de viser à payer le moins de taxes possible sur sa Hmm. facture d'épicerie. On a la petite ligne en bas là, qui dit le nombre de les taxes qu'on a payées. L'objectif devrait être zéro essentiellement. Mais si, à défaut d'essayer de semaine en semaine de diminuer la quantité de taxes qu'on paie, parce que ça sous-entend qu'on va acheter plus d'aliments de C'est base vrai. qui généralement sont à la base aussi moins chers que les aliments transformés. Donc, il y a un double rabais à la fois sur les taxes et sur le fait que les aliments vont coûter moins cher. Donc, honnêtement, là, ça serait mon truc numéro un. Marie-Pierre? Je suis vraiment dans la même école que Maryse pour ça. Sauf, j'ai lu quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment marqué sur Instagram. Une nutritionniste qui s'appelle Les Pieds dans les plats parle souvent d'alimentation positive, saine, mais aussi d'alimentation qui suit nos envies et tout ça. Puis elle disait, une famille qui a à choisir entre un plat préparé à 6 $ ou un chou-fleur à 6 $ est mieux de choisir le plat préparé à 6 $ pour nourrir la dite famille que d'avoir juste un légume pour le même prix. Et là, j'ai fait, OK, oui. Là, moi aussi, je suis très pro cuisiner soi-même, faire acheter des matières premières, vraiment nourrir nos enfants et notre famille avec les meilleurs aliments possibles, oui. Mais quand ça revient à une question de il me reste 10 $ pour le souper de ce Ouais. soir, c'est sûr qu'un repas déjà préparé, 2 pizzas congelées, une boîte de salade, là en ce moment non, la salade c'est une hypothèque, mais juste pour réussir à nourrir la famille avec de la diversité puis quelque chose qui va être nourrissant, oui, je suis complètement d'accord avec ça qu'il y a des moments où tu fais, là ça va être ça, un pâté au poulet congelé, là, moi ça m'a sauvé la vie Ah ouais, hein? d'innombrables fois. Puis quand il Ouais. vient à 8 $ là, ben j'en achète 4. Puis je les mets dans mon congélateur. Puis ils sont là d'avance. Puis un soir où je suis dans le jus, ça marche plus. Puis je me dis, mes enfants, ils aiment ça. Ils vont le manger. Ils vont en avoir des thermos le lendemain midi. Là, j'économise sur l'étalement du repas. Là. Ça aussi, c'est Ouais. une affaire qu'il faut parler, là, les fameux restants. Moi, un parent qui me dit mes enfants n'aiment pas les restants. Je dis parce que tu n'as jamais fait de buffet. Là. Le samedi midi, moi, je mets tous les petits plats ouverts sur le comptoir. Ils sont froids, là. Je ne les ai pas réchauffés. Je les étends toute la gang. Puis là, je dis à mes filles, qu'est-ce que vous. Puis là, ils se font une assiette comme au buffet. Je vais prendre un petit peu de riz avec un petit peu de brocoli, avec le poulet d'il y a 3 jours. Là, ils sont comme. Ils ont fait un repas dans leur tête et dans leur assiette. Ils sont bien heureuses, puis ils mangent avec appétit. Puis les restants sont passés. À chaque fois, c'est merveilleux. Génial. Jean-Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Ben, tout simplement que plus un produit est transformé, plus on paye cher, puis moins c'est bon pour la santé. Alors, quand on achète des produits, tout ce qui vient dans une boîte, qui est surgelé, des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut dépanner. Moi aussi, à l'occasion, j'en utilise. Mais il reste que notre paresse coûte de l'argent à notre santé et à notre portefeuille. Puis, on parlait des boîtes, des prêts à manger. Je me souviens, comment ça s'appelle? Flash Good, Good Food. Good Food, Good food, ouais. des boîtes préparées. Mais ça, on paye 27 de prime pour que les aliments soient portionnés puis livrés à notre porte. Mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est plutôt de faire livrer une épicerie en achetant les rabais de la semaine. Ils vont payer beaucoup moins cher puis ils vont avoir des meilleurs produits peut-être. Alors, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre notre paresse puis la simplicité. Absolument. Mais
Pardon? OK. Mais c'est Ça coupe. aussi une question de planification. Il ne faut pas oublier que on le sait que tous les consommateurs, tout le monde, à certains moments, on va être dans le jus, on n'aura pas le temps de cuisiner. Ça, c'est juste un fait de la vie, il va se passer quelque Ouais. chose, c'est tout à fait normal. Mais d'être capable de le planifier quand on a le temps de cuisiner, d'en faire un peu plus, puis d'en mettre au congélateur pour être capable de se dépanner. Je vous donne un exemple. Lors de ma dernière grossesse, je le savais que j'allais avoir un bébé. C'est un peu le principe d'une grossesse. Je savais qu'en accouchant, j'allais pas être en mesure de cuisiner. On le sait tous, surtout quand c'est pas notre premier enfant, on sait comment ça va se passer. Essentiellement, dans les mois qui ont précédé, à chaque fois que je préparais un repas, j'essayais d'en faire dans des plus grandes quantités puis d'en congeler au congélateur. J'avais un congélateur qui était essentiellement plein d'une multitude de repas. C'est sûr que ça m'a sauvée dans les premiers mois parce que, veux pas... c'est ça. Je savais que j'allais pas avoir le temps de cuisiner et c'est ce qui s'est produit. Donc, essentiellement, d'être capable de planifier qu'on va avoir des moments qu'on ne sera pas capable, puis d'être capable à ce moment-là là, de faire des réserves pour plus tard. Puis c'est tellement vrai que moi, j'ai 3 garçons de 8, 11 et 13 ans. Puis quand on a des enfants, il y a toujours de l'impatience à manger. Je veux dire surtout les gars, c'est pas vrai, mais mes gars, quand ils ont faim maintenant. Tu sais, quand t'es 2 adultes, tu dis, ah, on peut manger dans 1 heure, oui, c'est correct, ah oui, je dois prendre une carotte, c'est beau. Non, non, les enfants, c'est comme il y a de l'urgence dans tout, là. Donc, mais la planification, quand on planifie nos repas, moi et mon épouse, quand on sait ce qu'on va manger dans la semaine, ça finit qu'on mange plus tôt. Ça finit qu'on est capable de planifier puis de pas aller au restaurant parce que des fois on commande, on est trop serré, on arrive à la maison trop tard, faut qu'il se couche, on va aller acheter quelque chose au restaurant. Quand on planifie d'avance, souvent on mange 2 ou 3 fois moins au restaurant ou de la nourriture qu'on a acheté au restaurant. Puis on est capable de manger plus tôt. Puis en mangeant plus tôt, ben, on se bat moins contre les cochonneries que nos gars veulent manger ou les mauvaises habitudes qui se prennent à 4, 5, 6 heures en soirée aussi. Puis de penser aussi à des petits repas qui sont faciles à préparer quand on s'assoit puis qu'on y réfléchit bien. Là, il y a tout le temps 3-4 petits repas qu'on sait qui plaisent, qu'on sait qu'on est capable de préparer en moins de 15 minutes, mais s'assurer d'avoir toujours les ingrédients dans son frigidaire ou du moins dans son garde-manger pour être capable de se dépanner. Parce que souvent, on se dit, j'aurai pas le temps de cuisiner ce soir, je vais me commander quelque chose. On attend le temps de recevoir l'aliment qu'on va avoir commandé, là, le repas, là, ça va prendre du temps aussi. On est aussi bien de se dépanner avec un petit repas vite fait qui va nous permettre de bien manger en payant moins cher. Marie-Pierre? Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir qui se disent, moi, si tu me demandes dimanche ce que je mange jeudi, je déprime jusqu'à jeudi. Là. Moi, je peux pas me dire, en faisant l'épicerie, oui, tel jour, non, ça se passera pas. Là. Un autre débat! À 4 heures Hey! l'après-midi, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va manger à 5h30, puis je suis comme, c'est un défi! Juste parce que il y a quelque chose dans la spontanéité de faire à manger qui est tellement important pour moi. Puis c'est comme, c'est pour ça que je disais tantôt, j'aime mieux avoir un frigidaire avec plein d'affaires qui peuvent devenir plein d'affaires que juste comme, j'ai acheté ce poulet-là pour faire du poulet cacciatore. Puis là, j'ai pas tout ce qu'il faut, fait que j'en ferai pas. Non, il va devenir d'autres choses, le poulet, là, ça va être ça. Fait que ce côté-là aussi de planifier, oui, mais planifier avec une marge de manœuvre, je pense que c'est encore mieux, tu sais, de faire comme... Moi, j'ai des recettes, là, tu sais, les crêpes du soir, là, ça sauve, là, tu sais, les filles sont comme, on mange quoi? Je sais plus, j'ai plus d'énergie, ça me tente plus. On fait des crêpes, puis on va mettre d'autres choses avec, puis ça va être parfait, tu sais, fait que c'est comme, c'est la recette tout allée, ou il y en a plein d'autres, là, mais... Avoir 1 ou 2 repas passe-partout, c'est toujours bien. On sait que ça se fait vite, les enfants aiment ça, ça fait une différence. Ce que je vais faire, le temps file, je vais passer en revue quelques commentaires qu'on a reçus. Il y en a que c'est juste des commentaires, donc on ne va pas élaborer, mais on a Madame Banville qui dit « Oui, faire une liste, c'est la clé », donc elle partage cette idée-là. Il y a Madame Massicotte, Marie Massicotte, pouvez-vous écrire ici les sites, applications qu'il parle, s'il vous plaît? On va les écrire dans la description, puis dans les commentaires plus tard aujourd'hui ou demain matin, ça va être fait. On a monsieur ou madame Joujoussane qui dit Too Good To Go n'est pas encore arrivé à cette île. Donc, ça rejoint ton commentaire, Marie-Pierre, entre autres. On a Marie-Soleil Dupont qui dit Too Good To Go, Flash Food, comme étant des suggestions d'application. Caroline Brassard, Reebee, Too Good To Go, Flash Food. Donc, ça revient. On a madame Gamache qui dit Merci Marie-Pierre pour ta sensibilité aux régions et au plaisir et le bonheur. Bon, ben, c'est parfait. On a Claudia Grenier qui demande si la vidéo est enregistrée. Oui, c'est un Facebook Live, c'est enregistré, disponible en rediffusion éternellement, là, quelques minutes après la fin. Ici, on a... on a ici, excusez-moi, monsieur ou madame
Sharazed Mouna Boulaya. Maxi offre le programme Imbattable. Le programme aide beaucoup pour faire des économies, mais il a ses limites. Nombre d'articles, commerce concerné, marque, etc. On Euh, épargne 10 par semaine juste avec ça, ah oui, hein? Est-ce que en tu es capable de moyenne. l'expliquer en une phrase, Jean-Sébastien, ce programme-là? C'est les imbattables, c'est juste Maxi qui match les prix des compétiteurs. Alors, en arrivant avec les circulaires des compétiteurs, on peut avoir le même prix. OK. Puis sur une facture de 100 ça peut représenter des fois 10 d'économie. Avec un 10. Donc, si on commence à faire ça maintenant, on économise la hausse qui s'en vient dans la prochaine année et plus encore, là, pour les produits dont on a besoin. On C'est a. pratique pour avoir un produit qui n'est pas en spécial cette semaine-là chez Maxi, mais que tu dis, mais t'es en spécial à l'autre place, je ne veux pas y aller, c'est plus rapide, j'en ai Ouais, besoin. ouais. On peut l'avoir OK. à ce moment-là. On a Mme Noémie Beauchamp qui dit un nouveau problème. Je crois depuis la COVID, plusieurs écoles ne permettent plus de réchauffer au four micro-ondes. Effectivement. Ça dépend des milieux. Bon, mais au primaire, j'ai deux garçons au primaire, puis il n'y en a pas de four micro-ondes de toute façon. Au secondaire, mon garçon C'est le en a. thermos. Thermos, la solution? Oh oui. Ça marche pour tout? Mes enfants, moi j'ai deux filles qui n'aiment pas les sandwichs. Fait que c'est repas chaud à tous les midis. Puis, dans le fond, moi, j'ai comme une technique je fais une grande batch de un repas, je congèle en portions individuelles qui se réchauffent seulement pour le thermos. Puis, c'est vraiment, dans mon congélateur, c'est ma section lunch. Là, je n'y touche pas le reste OK. de la semaine. Je fais pâté chinois, pâte farcie à la sauce rosée. J'ai comme des essentiels là, comme ça qui vont. Puis, à chaque fois que le soir, je dis aux filles, vous voulez manger quoi demain à l'école? Ils me disent ce qu'ils veulent, je le sors, il est décongelé, le lendemain matin, je le réchauffe dans le thermos. C'est génial. Mais C'est cool. ça, dans la partie organisation, ça en est un grand. Les lunchs, là, ça Ouais, demande temps et organisation. Là, c'est assez demandant. absolument. On a Véronique Morin qui dit justement comment on fait pour convaincre les enfants de manger des restants. Il y a la notion du buffet. As-tu d'autres trucs, Marie-Pierre? Les réutiliser sans qu'ils s'en rendent compte. Les sauter de légumes avec autres aliments à l'intérieur. Les crêpes aussi. La Il y a des trucs quiche, qui se mettent bien dans les crêpes, l'omelette, dans les restants. crêpes Omelette, ouais. farcies. Le riz frit. Moi, je suis fan de riz frit. N'importe quel aliment, s'il y a du riz avec de la sauce soya puis Ouais, des œufs dedans, sont heureuses. Peu importe ce que c'est. t'as raison. Quoi d'autre? Les pâtes, moi je suis d'origine C'est italienne, sûr on mange qu'on... des pâtes tout le temps. Il y a n'importe Des quel, ben, pâtes pas à tout. un restant de pâté chinois, ça marche pas dans des pâtes, là, mais il y a beaucoup de restants de légumes, tu rajoutes un peu de tomate ou de l'huile, puis ça fait ta sauce pour tes pâtes, puis ça fonctionne super bien. Mais c'est sûr que, comme n'importe qui, si tu resserres exactement la même assiette avec tes restants, c'est sûr que ça va bugger. Puis ils vont dire, on a mangé ça il y a 2 jours, ou Ouais, ah, encore ça, ou il va y avoir un blocage. S'il est réinventé ou s'il est juste choisi, tu sais, tu fais vraiment, là, moi, le buffet, c'est ça, c'est qu'ils choisissent, fait qu'ils choisissent. Des fois, ça n'a pas de sens, là. C'est des patates avec du riz frit puis un morceau de pâte au poulet. Tu fais, c'est quoi ce dîner-là? C'est pas grave, ça va se ouais, ouais. manger. À un moment donné, ça va, tu sais, on rajoute des fruits pour le dessert. Merci, bonsoir. On a une question pour Ricardo ici. Combien de temps que la viande est bonne après la cuisson? Est-ce qu'on a une réponse de notre panel? La question s'adresse Moi, à un chef, je dis mais une j'imagine. semaine. Une Moi, un semaine? restant, ça a au moins une semaine ou jusqu'à ce que ça sente pas bon. Fait que c'est long pour moi, des fois, les restants. Ça peut durer longtemps. Je vais toujours à Parfait. l'odeur. Question super intéressante. Que conseillez-vous quand vos ados sont sportifs et mangent pour 4 au moins? Est-ce qu'il y a une façon, malgré tout, d'économiser ou tu sais, de bien consommer quand nos. Puis moi, j'ai 3 garçons, puis si, je vais donner une anecdote. Tu sais, on a des bartendes à la maison, des trucs comme ça, mais pas trop de cochonneries. Puis souvent, il en manque des cochonneries ou des trucs à manger. Fait qu'ils finissent tout le temps par manger des pommes. Des pommes, là, ça déborde dans notre frigo. Papa, j'ai faim. Mange une pomme. Ils reviennent, mangent une pomme. Je pense qu'ils mangent 14 pommes par jour chacun. Des fois, on gaspille des pommes parce qu'on en achète un peu trop, mais on n'achète pas trop de cochonneries qu'ils mangent. Quand on a des Moi, ados, à ouais. un moment donné, les pommes, ça peut être trop, Jean-Sébastien? J'ai pas d'ado. Par contre, j'ai trois lettres que j'ai en tête. C'est PVT, protéines végétales texturées. Alors, c'est ma blonde qui m'a Qu'est-ce fait que c'est? découvrir ça, mais essentiellement, c'est du tofu qui est déshydraté en flocons, puis qui remplace parfaitement tous les plats avec la viande, du steak haché, par exemple la sauce spaghetti, les tacos. Ça fait une belle source de protéines. Puis ma belle-sœur, qui déteste tout ce qui est végé, mange uniquement de la viande. Qui On lui a déteste ce fait qui est un végé. spaghetti. C'est vrai, elle pourrait en témoigner. Elle est autiste, puis c'est une de ses choses, une de ses contraintes.
OK. Mais ma blonde lui a fait un spaghetti PVT. Elle s'en est jamais rendue compte. Un mois plus tard, on lui a dit que c'était du PVT, puis elle était tellement surprise de l'apprendre. Ça goûte, ça se fond au goût. Le goût est bon, c'est d'une bonne source de protéines, puis ça coûte pas cher. OK. Parfait, on retient ça. Pour les ados, là, toujours Ouais. avoir un stash de. Moi, je m'entraîne aussi beaucoup, là, puis ça m'aide énormément. Des œufs cuits durs dans le frigo, Ouais. réfrigérés. Ouais. On les fait cuire, on enlève la coquille, on les garde dans un pot d'eau froide dans le frigidaire. C'est bon au moins une semaine. En restauration, on faisait régulièrement ça aussi quand j'étais plus en restauration. Euh, une pomme et un œuf cuit dur, là, c'est un snack, ça dure une couple d'heures, là. C'est vraiment bénéfique. Puis il y a tous les produits qu'on peut, tu sais, les barres énergisantes, les barres granola, tout ça, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Rapidement, ça peut monter. On a l'impression qu'on peut les manger à l'infini, là. C'est comme, même si on est nourri ça aussi, de les fabriquer maison, on peut gagner beaucoup là-dedans. Surtout si on achète nos noix en grande quantité chez Costco, pour ne pas le nommer. Oui, oui. Avant qu'ils On deviennent a, on ranges, a on les Julie rend en Berthiaume qui pense transformateur. comme toi, Marie-Pierre, par rapport aux œufs, justement. Les œufs sous toutes ces formes, c'est vrai que ça dépanne, ça bourre, ça nourrit. Ça dure longtemps aussi. Des œufs cuits durs, ça peut durer 3, 4, Les, 5 jours au frigo, là. j'ai fait un truc là-dessus sur mes réseaux sociaux il y a pas longtemps. Les omelettes, il y avait ça chez Tim Hortons, ils ont fait ça aussi maintenant chez Starbucks. C'est des espèces des pocs là, qui font comme des rondelles, c'est 2 bouchées. Là, OK? c'est vraiment une omelette super nourrissante, mais ça aussi, ils te la vendent 4 $ chez Starbucks, tandis que l'affaire à la maison, à l'unité, c'est 22 sous. Fait que Wow. c'est très simple de trouver la recette sur les réseaux sociaux, puis de faire ça à la maison. Moi, j'ai congèle, puis j'en fais dégeler le matin à mes filles pour déjeuner. Ils partent avec ça, le ventre bien rempli à l'école, puis ça m'a coûté rien à faire. Donc, c'est vraiment magique. Parfait. Écoutez, je propose qu'on avance dans le deuxième bloc, le bloc logement. J'aimerais ça qu'on termine au plus tard à 21 h pour laisser les gens aller faire leur liste et découper leur coupon. Alors, au niveau du logement, Jean-Sébastien, tu sais, quand on parle de logement, on parle de louer ou d'acheter. Je comprends qu'on ne décide pas ça du jour au lendemain. On peut prendre une décision pour demain, mais globalement, qu'est-ce qui est mieux, louer ou acheter? La réponse n'est pas si évidente. Il faut faire le calcul. C'est différent dans chacun des cas. Par contre, il y a énormément de gens qui pensent que d'acheter, c'est toujours le bon scénario, alors que ce n'est pas toujours le cas. Même à la limite, je dirais qu'acheter une maison, ce n'est pas un bon investissement. Moi, je considère que c'est un actif, mais c'est un actif qui ne donne pas le rendement dont on a conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui dit que mon condo a augmenté de 100 000 en 5 ans, Ouais. bien, cette personne-là n'a pas fait un rendement de 20 000 par année. Il y a tellement de coûts qui passent sous le radar. D'ailleurs, le taux d'intérêt qui monte beaucoup. Alors, juste en intérêt, les gens vont payer peut-être 2 fois le prix de leur maison à terme. Puis on ajoute à ça tous les frais d'entretien, les taxes. Il y a tellement de coûts associés à une propriété que ça fait en sorte que souvent le louer est avantageux par rapport à acheter. Puis même dans un marché comme celui de Montréal, où le prix du loyer est rendu, je pense, à 1200, 1300 $, mais si on prend un comparable, un condo peut-être comparable dans un même quartier qui peut coûter 450 000, puis on fait le calcul froidement, on réalise que peut-être que l'avantage penche du côté de la location. Puis c'est pas une formule qui s'applique à tous les scénarios, mais moi, Ouais. sur mon site web, jeuneretraite.ca, j'ai fait un outil dans la section boîte à outils qui permet de calculer. Alors, on entre les informations, le prix de notre loyer, les dépenses mensuelles, etc. Puis ça nous montre quelle option est avantageuse. Puis souvent, les gens sont surpris de voir le résultat. Puis c'est d'autant plus un point de vue intéressant parce qu'on voit souvent l'achat d'une propriété comme une forme d'ascension sociale. Hein? Tu sais, on passe de locataire à propriétaire, puis c'est comme un chemin naturel de progression. Mais ce que je comprends, c'est que rester locataire peut être une forme de progression tout autant, sinon plus, parce qu'on peut à la fin, au bout de 5, 10 ans, avoir plus d'argent, plus d'actifs dans nos poches que si on devient propriétaire. C'est ce que je comprends. Puis le coût le plus important que personne ne calcule, c'est le coût de renonciation. Alors, si au lieu de mettre, on va dire, 1 200 $ par mois dans un loyer, mais dans une hypothèque, c'est-à-dire, si on prend le même montant, puis on le place en bourse, on a la discipline d'épargner ce montant-là, puis de le placer en bourse, mais en bout de ligne, on est souvent avantagé parce que la bourse augmente à un rythme plus rapide que celui du marché immobilier sur une longue période.
Historiquement, je pense que le marché immobilier donnait un rendement de peut-être 3-4 sur une longue période, je pense. Je ne parle pas des 10 dernières années, mais les 30 dernières années. On a peut-être un rendement de 3-4 alors que la bourse a donné peut-être 7-8 pendant la même période. Alors, si on a la discipline de placer le même montant en bourse, normalement, on est gagnant. Mais c'est sûr que ce n'est pas un choix seulement financier non plus. Il y a la question de qualité de vie aussi qui est très importante, surtout pour les familles. Alors, de vivre à proximité des écoles, des services, etc. Ouais. Mais il faut faire le calcul pour vraiment savoir. Parfait. Marie-Pierre, toi, tu l'as vécu aussi parce que je pense que tu t'es séparé, monoparental, pas riche, puis là, je crois que tu as décidé de racheter la maison de ton Oui, ex-conjoint. Comment ça s'est passé, tout ça? je voulais garder la maison dans laquelle mes filles étaient nées. C'est un commun accord. Mon ex et moi, on a discuté des possibilités, puis on s'est entendu sur le fait que c'est moi qui allais racheter la maison. Il y a plein de raisons de vouloir avoir une maison. Oui, on en parlait de la qualité de vie, tout ça. Il y a aussi l'accessibilité. Il y a des endroits dans le Québec que pas avoir une maison, c'est rendu difficile parce que le logement est inexistant. Donc, on a beau vouloir louer, c'est pas toujours possible. Mais je regarde, même moi, à Chambly, là, louer un appartement ici, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est plus facile d'acheter une maison que de louer un appartement. Fait que ça, c'est vraiment... mais racheter ma maison, ça a été la meilleure affaire que j'ai faite parce que j'ai pu la reconstruire à mon goût, la mettre à l'essence que mes enfants avaient besoin, à m'installer dans mon bureau parce que maintenant, travailleur à distance, on est tous un peu dans ce bateau-là aussi. Être bien dans ma maison, c'était important. Je pense que c'est la plus... Outre la nourriture, là, c'est la plus grosse dépense sur laquelle on doit être comme en paix avec notre décision parce que la majorité de notre salaire va passer là-dessus. Donc, on veut être bien dans ce qu'on vit. Puis, tu sais, moi, si tu me dis, tu as le même espace, mais pour la moitié du prix, je suis comme, OK, mais l'argent qui reste, si je ne l'investis pas, je fais quoi avec? Là, c'est là que je me dis, c'est peut-être mieux d'avoir ma maison dans laquelle je peux grandir, tu sais. Moi, j'ai un immense jardin dans ma maison, dans ma cour arrière. J'ai pu apprendre d'autres choses à mes enfants. J'ai utilisé la maison d'une autre manière, chose que j'aurais pu jamais faire en appartement. Je pense qu'il faut, comme n'importe quel, prendre des décisions qui fit avec nous, puis avec Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, Oui. mais concrètement, Non, Marie-Pierre, c'est quoi tes trucs concrets liés au logement, à l'habitation, pour économiser? Tu as parlé, j'ai mis la maison à mon goût, donc ça veut dire rénovation. Rénovation veut Oui, dire ça coûte cher. Comment tu as géré ça? oui. Je les ai faits moi-même. Mais est-ce que tu dois ou c'est croche tes affaires? Non. Ben, il faudrait que je fasse faire un tour pour que vous compreniez, mais les gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux savent très bien que la maison est vraiment drette. En fait, en fait, là, outre le fait de le faire avec nos mains, il y a gérer le chantier. Tu sais, quand on a un projet, si on engage quelqu'un pour le gérer à notre place, c'est des coûts qu'on dépense qui sont pas nécessaires. Il y a un 10 à 15 qu'un contracteur va aller chercher en plus des coûts des matériaux et des coûts des employés pour se payer lui-même. Si c'est toi le contracteur, ben tu payes pas ces coûts supplémentaires-là. Donc, mais tu gères le calendrier de tes employés, tu gères les matériaux, tu gères les achats, tu gères les... C'est une job à temps plein en plus de notre travail régulier, mais ça fait que l'économie est substantielle. Oui, il y a plein de choses qu'on peut réussir à faire soi-même. Un peintre, là, ça fait une bien bonne job, là, mais pas mal tout le monde est capable de peinturer une maison. Là, et pas tant de gens qui sont assez... bon, on ferait peut-être un sondage à main levée, là, peut-être qu'il y a des gens qui se diraient non, moi, si tu me mets sur le rouleau, ça va pareil. Mais Puis au niveau des je pense qu'il y a dépenses moyen au niveau des dépenses d'énergie, chauffage, climatisation, qu'est-ce que tu fais pour moi, économiser? j'ai découvert que le paiement Ego était mon ami parce qu'il arrivait à me stabiliser dans mon budget par mois. Puis je sais que je dépense tant d'énergie, donc je suis capable d'aller payer ça facilement. Puis aussi de gérer, tu sais, le 3-4 degrés de chauffage de moins l'hiver et l'air climatisé allumé seulement quand on est en canicule infernale. Ça stabilise aussi beaucoup les coûts. On est chanceux, on vit dans une province où l'électricité est quand même très abordable. Donc, on est chanceux à ce point-là, mais c'est sûr que c'est aussi une grosse dépense. Puis moi, j'ai fait le choix il y a quelques années de changer ma fournaise à l'huile pour une fournaise électrique. Ça aussi, ça a été un investissement qui... On a fait le calcul, genre, OK, est-ce que c'est combien maintenant? Puis ça va nous faire économiser combien pendant combien d'années?
le coût était vraiment favorable, fait qu'on on est allé pour ça. Puis c'est pour l'environnement aussi, c'était un excellent choix. Absolument. Donc, Absolument. Maryse, tu nous parlais aussi de le choix de la maison, du logement, en fait, proche ou loin du travail, puis à quoi il faut penser. Comment tu vois cette situation-là? Mais tout à fait. C'est sûr que le logement, faut pas se le cacher, en période d'inflation comme actuellement, c'est probablement la dépense sur laquelle on a le moins de contrôle à court terme, là. Parce que déménager, veut pas, c'est compliqué, mais ça coûte cher aussi, ça entraîne son lot Oui. de dépenses. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement une option à court terme, mais il demeure pas moins que quand on choisit de où est-ce qu'on va habiter, il faut se poser des questions un petit peu plus larges. Pas seulement quel logement a l'air le plus visuellement intéressant, mais également où est situé le logement. Parce que c'est une chose de dire, genre, je veux plus grand, mais si je veux plus grand, souvent, il faut aller plus loin. Donc, ça sous-entend des plus longues distances de son travail. Généralement, ça peut obliger, pour ceux qui travaillent en présentiel, de s'acheter une voiture ou du moins d'avoir une deuxième voiture. Si on habite plus proche, on peut avoir peut-être une voiture de moins ou voire même aucune voiture, se déplacer à pied. Faut pas oublier que si on habite plus loin, c'est plus de temps qu'on passe dans les transports, que ce soit le transport en commun ou la voiture. Donc, c'est souvent dans des situations comme ça qu'on va arriver au bout de notre semaine puis on va dire, ben, j'ai pas eu le temps de cuisiner, donc je vais devoir m'acheter un repas préparé parce que j'ai juste pas le temps, ou je vais devoir engager une femme de ménage parce que j'ai pas le temps de faire mon ménage. Pourquoi? Ben parce que il y a énormément de temps qui est passé dans les transports. Donc ça, c'est quelque chose à considérer aussi. Veux pas, plus c'est petit, plus c'est proche de où est-ce qu'on habite, ben ça entraîne également son lot de réduction en termes de électricité, aménagement intérieur, meubles, etc., etc. Mais encore Ouais. là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Habiter proche de son travail, dans plus petit, n'est pas nécessairement la solution pour tous. Assurément pas si vous avez plusieurs enfants ou si vous avez besoin de plus d'espace. Donc, c'est toute une question qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut se poser des questions un petit peu plus larges que juste où est-ce que j'ai envie d'habiter. Mais comment ça s'insère dans mon style de vie? Si vous êtes quelqu'un qui aime faire du sport, ben comment je peux insérer ça? Est-ce que si je passe trop de temps dans les transports, j'aurais peut-être pas le temps de faire du sport, mais Ouais. peut-être que je pourrais habiter à distance moyenne puis aller travailler en courant 3 matins par semaine. Ça me fait économiser sur le transport encore là. Ça me permet de prendre le temps de m'entraîner. Donc, il y a plein de solutions, mais il faut vraiment pas voir le logement comme étant une dépense isolée, mais plus comment ça s'insère dans notre style de vie. Marie-Pierre, tu as aussi le concept du partage dont tu nous as parlé. Puis ça, c'est comme si c'est comme si on régresse par rapport à ça depuis 50 ans. La notion de partager. J'ai un ami entrepreneur, David Côté des Julots, pour pas le nommer, qui réutilise des fruits et légumes quasi périmés pour en faire des jus. Puis lui, il disait, quand j'étais jeune, je comprenais pas qu'on s'achetait toutes des tondeuses. Pourquoi toutes les maisons ont des tondeuses alors que ça sert 1 heure par semaine une tondeuse? Toi, comment tu l'appliques, ce concept-là de partage? ben, la tondeuse, c'est un excellent exemple, là. Moi, je suis très, très proche de mes voisins. On est une gang d'amis qui habitons tous à ben, deux en face, deux sur le côté. On est comme vraiment un cercle assez lié. Puis dans les saisons comme l'été, par exemple, c'est un bon exemple. On n'a pas 50 exemplaires de chaque affaire. Tu sais, le long ciseau à branches, là, tu sais, les brancheurs, on en a un, puis on se le partage. La tondeuse, on en a une pour 4 maisons, puis on se la partage. Quand il y a une réparation à faire, tu sais, c'est parce qu'il va compliquer. On la prend dans le cabanon de la personne qui possède la tondeuse. On l'utilise, on la remplit d'essence, on la ramène, la personne suivante l'utilise. Comme ça évite d'avoir, tu sais, déjà d'avoir à acheter une Ouais. tondeuse de plus par maison, ça fait aucun sens, là. C'est un prix qui monte vite. Puis ça, c'est pour chaque affaire. Moi, j'ai mon mélangeur à main qui a lâché il y a quelques semaines. Mon pied mélangeur, puis j'étais comme, bon, je vais emmagasiner un peu, je regardais, puis j'étais comme, ah, je sais, usagé, c'est un peu bizarre, puis je fais, hey, je suis sûre que mes voisins en ont, puis j'ai juste dit, Julie, t'as-tu un pied mélangeur? Le mien a lâché, je suis en train de faire un potage. Viens le chercher. Je vais le chercher. Je l'utilise 4 minutes, puis je le ramène chez elle. Fait que j'ai pas besoin d'en acheter un pour ça. Puis moi aussi, j'ai l'air de la fille qui profite de Oui, c'est ça. ses voisins pour chaque affaire, là. Mais moi aussi, puis je les rembourse en nourriture souvent aussi, là. On a comme je le ramène un peu de ce que j'ai fait, puis ils en mangent avec la famille, puis tout le monde est content, là, tu sais, on a comme ce côté-là. Mais c'est vrai que cette économie circulaire-là, tu sais, pour les vêtements, c'est un peu la même chose. On a tendance à se dire, je vais donner les vieux vêtements de mes enfants. Ouais. Oui, mais les vieux vêtements des autres enfants qui sont plus grands que les tiens, ils peuvent aussi te servir à toi, tu sais. Fait qu'il y a moyen d'aller faire une espèce de circulaire de ça.
de ce que tu vas porter, tu peux aussi aller le rechercher dans un autre endroit. Tu dis, ah, c'est plate, ce vêtement-là, il a l'air neuf. Tu sais, ben, il est neuf pour quelqu'un d'autre, mais il peut être neuf pour toi aussi dans une autre maison. Absolument. Tous les Puis, revendeurs de ce monde aussi, là. puis on le voit plus que jamais, la revente aussi de l'achat de trucs usagés, autant les vêtements que du mobilier. Et la revente de vêtements et de mobilier, de tout, avec les Facebook Marketplace, avec Kijiji, avec Vinted aussi pour les vêtements. Il y a plus de ressources que jamais, plus de facilité que jamais d'acheter et de revendre usagés. Puis c'est clair qu'il y a des économies à faire là pour des trucs en super bon état. Puis les vêtements pour enfants, c'est un bon exemple, là, ça ne dure pas si longtemps, là. Moi, j'ai la chance, j'ai 3 garçons. Donc, on achète un excellent rapport qualité-prix pour le premier, puis on sait que ça va servir 3 fois, puis qu'à la fin, ils sont tous troués. C'est un bon investissement. Mais quand on a juste un Mhm. garçon puis une fille, par exemple, ou une fille ou un garçon, peu importe, ben ça va servir une fois. Ça va servir, pas une fois, mais pendant un cycle, le temps que notre enfant dépasse la grandeur pour le vêtement. Donc, ça se revend bien, ça s'échange bien aussi avec d'autres familles. Moi, j'ai deux Puis, filles qui ont pas le même âge, ils ont 2 ans de différence, mais ils ont exactement la même grandeur de corps. Ouais. Donc, on est dans les mêmes vêtements. Puis, je suis à la limite, là, je suis dans les 14-16 dans les fillettes pour les OK. personnes qui ont des enfants. Ils savent très bien qu'après ça, je tombe dans le département des femmes. Et là, je Ouais. passe de le t-shirt à 4 $ au t-shirt à 22 $. Fait que là, j'ai un petit peu le shake, là. Je me dis, ça s'en vient, il faut que je gère ça. Mais là, ça va être justement tomber dans la revente de vêtements pour femmes pour que mes filles puissent avoir des vêtements qui leur vont, mais aussi que je ne vais pas payer une fortune parce que du vêtement neuf pour femmes, j'en achète très peu pour moi. Je me vois mal leur refaire une garde-robe nouvelle à chaque 6 mois, là. C'est comme ça ne Absolument. sera pas possible. Absolument. Maryse? c'est aussi qu'il faut se déculpabiliser, dans le sens où est-ce qu'on le sait dans la société actuelle, on entend de plus en plus parler de l'importance de faire des choix qui vont être responsables pour l'environnement, qui vont être responsables également pour les conditions de travail des conditions de travail des employés d'usine. Donc, on sait à ce moment-là que d'acheter là, des marques qui vont être généralement un petit peu plus chères, mais dont les produits ont été fabriqués dans des conditions qui sont optimales, va être mieux pour la planète, mieux pour la société. Mais comme on le dit, particulièrement pour les enfants, ils grandissent vite, ils vont se salir, ils vont faire un paquet de choses avec les vêtements qui vont faire qu'ils ne seront pas en Ouais. très bon état. Mais il faut se déculpabiliser puis se dire que oui, peut-être le fast fashion a mauvaise réputation, mais si ce que notre budget nous permet, c'est de payer 5 $ pour le t-shirt, ben c'est tout à fait correct. Et quand ils seront plus grands, quand ils seront en emploi puis qui s'achèteront leurs propres vêtements, ils feront des choix qui vont peut-être être différents. Mais il faut vraiment se déculpabiliser. Il y a les modes de consommation idéaux où est-ce qu'on peut vouloir aspirer, mais dans la réalité, il faut faire avec notre budget, il faut faire avec ce qu'on peut. Puis l'usager va être une excellente option. Mais si pour une raison quelconque, il n'y a pas d'option usagée dans votre secteur ou vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin, bien effectivement, d'acheter du fast fashion, ça peut être une option aussi qui est tout à fait adéquate là, selon la situation. Tu viens de le mentionner, Maryse. Puis on a un commentaire de Mme Noémie Beauchamp qui dit les accorderies sont aussi des excellents réseaux, échange de biens et échange de services, 1 heure de service offert en banque d'heures contre 1 heure de service reçu. Je connais pas, mais je vous encourage à aller explorer. Puis on a aussi un autre commentaire en lien avec l'énergie. Nous venons de nous inscrire au programme Flex d'Hydro-Québec. À suivre si cela va nous permettre de faire des économies cet hiver, c'est-à-dire réduire sa consommation d'énergie lors des périodes de pointe pour profiter d'un tarif plus avantageux. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'on entend parler au Québec, le gouvernement du Québec l'a annoncé, euh, ils vont tout faire pour inciter les citoyens à moduler leur consommation d'énergie de façon à ce que globalement on économise pour mieux revendre l'énergie ailleurs ou à tout le moins pour répondre à la demande intérieure. Ça s'en vient pour tout le monde de toute façon. Donc, de développer des bonnes habitudes de consommation d'énergie, comme tu as nommé Marie-Pierre, c'est clair que ça peut être super intéressant. J'aimerais vous entendre parler rapidement des assurances. On a parlé donc de l'achat de biens, tout ça, mais les assurances domicile, assurances maison, je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire là aussi, hein. Il y a façon de regrouper nos assurances, ça se négocie une assurance. Ça se négocie Ça se assurément. Puis magasine. il faut prendre en compte aussi que on n'a pas besoin d'être assuré pour tout. Donc, C'est vrai. essentiellement, l'objectif de l'assurance, c'est de remplacer un bien qu'on n'aurait pas les moyens de racheter.
Donc oui, assurément, notre maison, au-delà de l'assurance pour responsabilité civile, il y a aussi le fait que notre maison, si jamais elle brûlait, on n'aurait probablement pas les moyens de la reconstruire ou assurément pas les moyens. Mais le fait d'assurer un vélo ou d'assurer tout, de prendre une assurance très, très chère pour tous nos biens meubles à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on doit se questionner parce que plusieurs d'entre eux, on aurait les moyens de racheter et on finit par payer une assurance très, très chère, alors que effectivement, c'est peut-être pas nécessaire. Il faut prendre en compte aussi la franchise. Donc, on le sait, plus on prend une franchise qui est élevée, moins cher est notre assurance. Donc, si on a les moyens de payer la franchise, si on garde toujours le montant de la franchise dans notre compte bancaire là, en cas d'urgence, ben ça peut être une belle façon d'économiser sur nos assurances diverses. OK. Marie-Pierre? Les assurances. C'est l'affaire la plus plate au monde. Je m'excuse pour les gens qui travaillent en assurance, là, mais c'est plate, les assurances. Puis c'est plate à magasiner aussi. Mais moi, j'ai fait ça l'année dernière. Je me suis dit, on dirait que je paye cher mes affaires, je sais pas. Puis là, j'ai appelé à des places, puis les courtiers riaient de ce que je payais tellement ça n'avait pas de sens. Fait que c'est sûr que c'est à faire. Je pense qu'il faut se le mettre au calendrier là, une fois par année, de faire bon, on ressort les papiers, on fait quelques soumissions, on regarde où est-ce que c'est le plus avantageux selon nos besoins. Moi, il y a une affaire que j'ai pognée de quoi, là. Les autos, c'est le fun de magasiner son auto, c'est aussi le fun de magasiner ses assurances avant d'acheter une voiture parce que une voiture, dans certains secteurs, va nous coûter vraiment plus cher d'assurance que le compétiteur, juste un petit peu moins cher. Tu sais, les assurances vont être vraiment... Fait que c'est un frais qu'il faut vraiment considérer. Puis selon où on habite aussi, moi, j'ai déménagé de Montréal à Chambly, puis mon assurance auto a descendu de 3 fois moins cher qu'elle était juste parce que je suis sortie de Montréal. Fait que ça aussi, c'est un gros aspect à voir où est-ce qu'on habite, comment on stationne notre voiture, tout ça. Fait que il faut regarder là, pour les assurances pour pas se faire avoir. Puis Jean-Sébastien, en une phrase ou deux, on achète ou on loue une auto? Normalement, ça revient à peu près à la même chose. Honnêtement, c'est Ah oui, le hein? calcul, c'est un calcul encore là à faire, mais il n'y a pas une grosse différence. Puis, selon moi, c'est plus d'acheter usagé ou d'acheter neuf. Déjà, d'acheter une auto qui a eu un an d'utilisation, on sauve déjà 30 %. Si la même auto a 5 ans d'utilisation, on sauve 60 %. Alors, les économies sont vraiment substantielles. Dans mon cas, j'ai choisi d'acheter une auto. Ce n'est pas un très bon choix financier, mais je me dis que je vais la garder 15, peut-être 20 ans, étant donné qu'on la garde en bon état, on fait le traitement à l'huile, etc. Donc, sur 20 ans, l'écart entre les deux options n'est peut-être pas si grand que ça, mais il reste que, selon moi, les plus grands gagnants sont ceux qui vivent sans auto, premièrement. Ça, c'est l'ultime. Puis sinon, acheter usagé, puis acheter selon ses moyens, parce que souvent, l'erreur que les gens font, c'est d'acheter le maximum. Alors, ils arrivent au concessionnaire automobile, le vendeur leur demande c'est quoi votre budget maximum que vous êtes prêt à payer. Les gens vont dire 500 $. Là, le vendeur va s'assurer d'aller gratter chaque dollar pour vendre le plus possible d'options, quoi que ce soit. Alors, on vit dans un monde où c'est toujours le maximum, mais pour moi, une auto, c'est une auto, c'est pour se déplacer du point A au point B. Que je sois sur des fauteuils de coton ou de cuir de kangourou ou quoi que ce soit, ça me dérange, ça ne change absolument rien à ma vie. J'arrive en même temps à ma destination. Puis, pour moi, c'est important de payer le moins cher possible. Okay. Puis, quand je peux me déplacer à pied, en vélo, je le fais aussi. Ouais. Mais encore là, de se questionner sur ce qui est vraiment important. Parce que j'allais dire, Marie-Pierre, tantôt, tu disais, tu sais, une voiture, d'acheter ce que tu as besoin, mais c'est aussi une voiture, bien, possiblement, on peut vouloir se dire que je vais acheter au cas où j'aurais besoin de transporter des articles, ben je vais prendre une voiture un petit peu plus grande, ça va me permettre de transporter des matériaux, par exemple, je décide de faire des rénovations. Oui, c'est peut-être vrai, mais combien de fois par année c'est nécessaire de transporter de grandes quantités de matériel? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui pourraient nous la prêter, comme proposait Marie-Pierre, si jamais j'ai vraiment besoin de transporter quelque chose de lourd? Donc, possiblement qu'une voiture plus petite pourrait répondre à mes besoins 95 % du temps. Est-ce que le 5 % du temps où est-ce que ça y répondrait pas, je pourrais trouver dans mon entourage quelqu'un qui serait prêt à me dépanner? Ben, possiblement. Donc, de se questionner sur ce qui est le plus important, peut-être pas de répondre toujours à tous nos besoins, mais de répondre à la majorité de nos besoins, c'est généralement l'idéal quand on prend une décision aussi importante. Puis les publicitaires en marketing jouent souvent sur la peur. Alors, surtout pour les familles, on joue sur la sécurité. Donc, on sent l'obligation d'acheter un gros VUS 4x4
alors que souvent c'est des options qui n'ont aucune utilité dans la vie de tous les jours. Surtout pour les gens qui vivent à Montréal, d'avoir un 4x4, ça ne sert absolument à rien. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut garder en tête. Puis il y a très peu de gens qui savent combien coûte leur auto par année. Si on regarde sur le site de CAA, le prix d'une auto aussi économique qu'une Honda Civic, donc c'est un modèle de base économique, coûte 9 000 de frais récurrents par année. Alors ça, c'est pas négligeable. Ça, si on calcule le montant qu'on a besoin pour travailler, le revenu brut, juste pour financer son auto, c'est incroyable. Puis sur une vie active, si on calcule le coût de renonciation, on ajoute le coût de renonciation à ce montant-là, bien, on paye en moyenne 1,8 million pour une Honda Civic sur 30 ans. Alors, c'est un 1,8 montant, million? ça fait un montant d'1,8 million sur 30 ans en calculant le coût de renonciation. Ah, OK, l'argent Par qui serait rapport, investi, par exemple, à la bourse, le 9 000 par mois, par année. alors, la personne qui vit sans auto, qui prend le métro, les transports en commun, pour avoir 1 million de plus dans son fonds de retraite 30 ans plus tard. Alors, c'est vraiment un montant astronomique. Puis, on ne le réalise pas parce que c'est des montants qui passent sous le radar, qu'on paye constamment, mais on n'a pas conscience à quel point l'auto détruit la liberté, puis la liberté financière, puis les finances des Québécois. On a un commentaire de Sharazed Mouna Boulaya. Pour le transport, Communauto est la meilleure option sur l'île de Montréal. C'est notre premier moyen de transport et nous n'avons pas de voiture depuis plus de 3 ans, ni immatriculation, ni essence à assumer. Donc, l'autopartage, il y a Communauto, il y en a d'autres aussi. C'est Je clair suis que c'est une solution. À la entièrement. limite, il y a des familles, des fois, qui disent, regarde, j'ai vraiment besoin d'une auto, mais la deuxième auto que des fois on a tendance à s'acheter, bien, elle peut être remplacée par l'autopartage. C'est déjà une économie substantielle qu'on va faire. Puis cette deuxième auto-là, c'est pas un pick-up qu'on a besoin, là. C'est généralement pour se déplacer du point A au point Juste B. pour donner un exemple, j'ai une voisine qui conduisait un Audi Q5, OK? puis on vit en banlieue, alors elle voyageait au centre-ville à tous les jours, elle prenait le train, elle laissait son véhicule stationné dans l'entrée à peu près tous les jours, elle l'utilisait la fin de semaine pour faire l'épicerie ou faire des commissions. Puis quand j'ai fait le calcul, selon la charte encore du site de CAA, c'est un véhicule qui coûte environ 35 par jour. Alors, pour chaque heure que l'auto était stationnée dans l'entrée, ça lui coûtait 1,45 $. Alors, c'est comme si elle avait un parcomètre imaginaire dans lequel elle mettait 1,50 $ à chaque heure, toute l'année, pour avoir le plaisir de se promener, je dirais, de se pavaner en Q5 la fin de semaine. Alors, ça, c'est des choses que les gens ne calculent pas. Mais si on compare ça avec comme une auto, justement, qui coûte à peu près 20-30 $ par jour, ça coûte moins cher que le Q5, puis on l'utilise quand on le veut. Alors, on est nettement gagnant. Mais cette image-là est très forte. Puis je reviens encore il y a beaucoup de gens, moi le premier, il y a certaines dépenses que je gère pas bien ou que je contrôle pas bien, mais on se rend pas compte des sous qu'on dépense à gauche et à droite. Puis de juste en prendre conscience, les compiler, tu sais, prendre quelques heures ou demander à quelqu'un de le faire pour nous, puis d'avoir ce rapport-là. Hey, by the way, saviez-vous que vous dépensez 23 000 en nourriture par année, 5 000 en ci, 5 000 en ça. Toutes les banques offrent des outils comme ça. Il y a des petits logiciels comptables qui existent aussi, qui compilent par catégorie. Je pense que la majorité des gens seraient surpris de voir. Puis une fois qu'on prend conscience, il y a un plaisir aussi à économiser de l'argent pour se payer du bon temps, se payer un voyage, se payer des trucs qu'on a vraiment envie de se payer quand on se rend compte qu'on dépense peut-être trop en nourriture, en logement ou en d'autres gâteries, là. Tout à fait. Marie-Pierre? Un exemple concret que j'ai pour ça, là, moi, il y a quelques semaines, j'ai fait un souper, croquettes, frites, petite sauce brune, salade de choux. Ça donne une idée à tout le monde de quel Du gros luxe, restaurant je là. parle. Le gros luxe, mais je l'ai fait à la maison. J'ai fait OK? exactement le même repas, mais avec des éléments de l'épicerie que j'ai cuisiné, puis j'ai servi dans les assiettes. Il manquait juste la boîte. Puis là, j'ai dit à mes enfants, vous savez, quand on mange à ce restaurant-là, que je ne nommerai pas, ça coûte 15 $ par personne. C'est ça. Je dis, là, l'assiette que vous avez devant vous, qui est comme la boîte, a coûté 2,75 $. Fait que là, ils sont comme, OK, bien là, mes enfants ont 8 et 6 ans. C'est sûr que les montants ne sont pas les mêmes. Fait que j'ai dit, mais c'est comme si on avait été manger au restaurant toute la semaine avec l'argent de juste le repas qu'on aurait eu dans notre boîte. Fait que là, ils sont comme, OK, c'est vraiment plus cher au resto. Oui, mais ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut enseigner à nos enfants rapidement pour qu'ils sachent que quand on va au resto, c'est une dépense qui n'était peut-être pas prévue. C'est une affaire qui est un peu spéciale. C'est quelque chose dont on va, tu sais, c'est pas le moment d'être Ouais.
pas contents, surchargés. Tu sais, le resto, c'est spécial. Aller manger au resto, c'est un gros luxe. Fait que de mettre ça en valeur, puis dire comme, hey, quand on y va, on en profite, puis on passe du bon temps, puis on prend notre temps, puis juste pour qu'ils fassent comme, là, on l'a dépensé, ces sous-là, mais ça a donné quelque chose à la fin du compte, là, ça vaut la peine. Ça fait partie de l'éducation financière de nos enfants aussi. Là. Pour moi, le concept le plus important à apprendre aux enfants, c'est le coût de renonciation. Alors, il faut qu'ils comprennent, quand on achète quelque chose, on renonce à quelque chose d'autre. Alors, au lieu d'aller au Saint-Hubert, excuse-moi, je l'ai nommé, au lieu d'aller au Saint-Hubert, ben, tu fais le même repas à la maison, tu épargnes 13 $ par repas, puis ça, pour eux, c'est peut-être une sortie au cinéma, on va dire le samedi soir à demi-prix avec un gros popcorn. Alors, une fois qu'ils ont compris ça, ben c'est facile pour eux de faire la part des choses puis de prendre des meilleures décisions au quotidien, peut-être. C'est vrai, Marie? Puis je rajouterais de se questionner à chaque fois, pas juste pour nos enfants, mais pour nous aussi, à chaque fois qu'on prend une décision de consommation, est-ce que c'est la meilleure façon d'investir mes sous? Puis c'est correct d'investir, c'est correct de dépenser en fait. Je pense qu'il faut se déculpabiliser aussi quand c'est quelque chose qui est important pour nous. Et généralement, ce qu'on recommande, c'est de regarder le coût de ce qu'on achète sur 10 ans. Donc, de se dire, par exemple, si j'investis, on va dire, 1500 $ en passe de ski cette année, bien, 1500 $ sur 10 ans, c'est 15 000 $. Si j'avais le choix entre faire du ski pendant 10 ans ou avoir 15 000 $, qu'est-ce que je choisirais? Et c'est correct de dire, je veux faire du ski pendant 10 ans plutôt que le 15 000 $. Ça ne veut pas dire que l'objectif, c'est d'économiser surtout puis de rien dépenser parce qu'on a juste une vie à vivre. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout acheter. Comme même les célébrités n'ont pas des ressources qui sont illimitées. Tout le monde doit faire des choix de consommation. L'important, c'est vraiment de choisir ce qui est important pour nous puis de se questionner. Souvent, le montant, on se dit, bon, ben si c'est un petit montant, là, c'est 50 $ par mois. 50 $ par mois, c'est un gros montant quand on l'additionne sur 10 ans. Est-ce que je préfère ce montant-là dans 10 ans, là, si j'avais le choix, est-ce que je préférerais avoir X montant d'argent ou je préférerais avoir eu la télé tous les mois dans les 10 dernières années? Si c'est la télé, ben c'est tout à fait correct, puis il faut juste être en paix avec nos décisions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais juste de se questionner, de prendre le temps de le faire, puis d'accepter que la consommation, c'est nécessaire et qu'il y a certaines choses qui contribuent à notre bonheur. Il faut continuer de les acheter si on a les moyens de le faire, mais on ne peut pas tout acheter. Moi, ce que je retiens de ça, c'est reprendre le contrôle et prendre des décisions éclairées, de ne pas se laisser. Des fois, on prend une décision il y a 6 mois, puis là, on s'en rend plus compte, mais c'est un abonnement à Netflix ou à une autre, à Spotify, peu importe, mais c'est un 10-15 $ qui revient mensuellement, mais on ne l'a pas décidé vraiment ou on ne le reprend pas en contrôle. Donc, si on reprend le contrôle puis qu'on se pose les bonnes questions, on va prendre les bonnes décisions. Puis le message aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas économiser partout. Tu l'as vraiment bien dit, Marie, c'est économiser là où vous devez économiser pour vous payer des trucs que vous voulez vraiment. Moi, c'est ce que je retiens, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on a tous des postes de dépenses qui sont plus importants pour nous et nos choix de consommation ne seront pas les mêmes que ceux de nos voisins, que ceux des membres de nos familles puis de ceux de nos collègues. Assurément, vos collègues vont avoir des choses que vous n'aurez pas. En contrepartie, vous allez probablement avoir des choses qu'eux n'ont pas et ça, même si vous gagnez à peu près le même salaire parce que vous faites des choix qui sont différents. Et c'est tout à fait correct. Donc, l'objectif, c'est d'économiser idéalement dans les postes de dépenses qui ne sont pas importants. Donc, si pour vous, l'alimentation, c'est pas important, tentez de l'économiser là. Si pour vous, c'est super important, bien, dépensez plus là-dedans. Et c'est tout à fait correct. Donc, l'important, c'est juste d'être en paix avec nos décisions puis de ne pas oublier que, effectivement, l'argent, comme on le dit un petit peu plus tôt, c'est une manière d'accéder à la vie qu'on veut. Si vous voulez plus de temps, bien, ça sous-entend d'économiser maintenant, comme le jeune retraité, pour être capable de se payer du bon temps plus tard sans moins travailler. Mais si, au contraire, vous préférez travailler davantage maintenant ou travailler plus tard, il n'y a pas de bonne réponse. Bref, l'important, c'est juste vraiment d'être heureux. Écoutez, je pense qu'on va clore comme ça parce que je trouve que ça clôt bien le message qu'on va envoyer aujourd'hui. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, vous en avez eu des trucs, puis je pense qu'on aurait pu continuer pendant 1 heure. Mais ce que je vais faire quand même, j'avais une liste, moi, de quelques trucs. Je vais juste les nommer. On n'aura pas le temps de réagir, mais je vais les lancer quand même comme piste d'exploration pour ceux qui nous écoutent. Apprendre à dire non aux demandes de nos enfants. Marie-Pierre, tu es la championne de ça. Moi aussi. Moi, je dis tout le temps non. Comme non, non. Puis là, des fois, je dis non. Puis là, ils posent même plus la question ou ils savent que ça va être non. Maintenant, on les gâte, mais pas tout le temps ou pas quand ils le veulent. Ça, c'est super important. Rembourser ses emprunts qui ont un taux d'intérêt élevé, principalement les cartes de crédit. Regardez ça. Je disais que ceux qui ont un conseiller financier qui les aide ont plus d'économies. Donc, si vous n'êtes pas sûr de si vous ne comprenez pas la notion de taux d'intérêt puis de taux de je sais pas quoi,
Posez des questions à des professionnels, ils vont vous aider, ils sont là pour ça. Puis des fois, ça coûte pas grand-chose ou ça coûte rien. Des fois, ça vaut la peine. Demandez à votre banque, demandez, cherchez pour des conseillers financiers. Ils sont là pour ça. Reporter des achats non urgents, évidemment. Euh, avoir des discussions sur les cadeaux à offrir en famille ou entre amis. Souvent, on se met de la pression d'acheter des gros cadeaux. C'est Noël qui arrive, tout le monde achète des cadeaux à 100 $, 200 ou les parents, les parents des amis de mes enfants, c'est des cadeaux à 250 $. Ça se discute avec nos enfants. N'ayez pas peur d'en jaser avec vos enfants, avec vos frères, vos sœurs, vos parents aussi. Vous n'avez pas tout le monde à dépenser des centaines de dollars. Il n'y a personne qui est plus heureux après, de toute façon. Un qui je trouve vraiment important, profiter de tous les crédits d'impôt possibles. Et je vais partager rapidement ici un document qui a été pondu par l'Autorité des marchés financiers. La page... attendez. Il y a une page ici. Surtout, en tout cas, les crédits d'impôt auxquels on a droit pour les familles au Québec. Jean-Sébastien en parlait tout à l'heure, là, c'est un paradis d'impôt pour les familles. On en fait beaucoup de taxes et d'impôts au Québec, mais malgré tout, il existe de nombreux programmes pour les familles. Vous n'êtes pas comptable, probablement, je ne le suis pas non plus. Demandez un comptable, il y a des logiciels qui existent, il y a façon d'aller économiser des centaines ou des milliers de dollars en retour d'impôts. Et ça, c'est de l'argent qui nous appartient en tant que contribuable. Donc, allez voir ça. Puis je dirais, ça va être pas mal. Le service comptable, là. Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un comptable, c'est cher, puis je vais payer trop cher. L'argent qu'il nous fait économiser est tellement gagné dans l'argent qu'on lui donne pour nous faire. C'est un investissement qui est, selon moi, très intelligent. Surtout quand, comme moi, là, on est une poche dans ce genre d'affaires-là. Là. Quelqu'un qui va te dire, oui, je vais aller chercher telle affaire, tel montant, ça, tu vas avoir plus pour ça. Je suis comme, ah oui, fais tout ce que tu peux. Mais je vais avoir tout ce que j'ai le droit. Et là, mon dernier conseil, la lecture. Je disais à mon beau-père, que j'adore, je disais, hey, je me suis abonné à telle revue. Il disait, pourquoi tu t'abonnes à des revues? Il y a une application en ligne qui s'appelle Libby, L-I-B-B-Y. On se crée un compte avec la Bibliothèque nationale du Québec. On a accès à toutes les revues du Québec sans frais. Le 7 jours, l'Éco-Vedette, l'actualité, sont toutes là gratuites. Si vous avez un téléphone, un appareil mobile, probablement même un ordinateur, vous avez accès à ça gratuitement. Je ne parle même pas des bibliothèques, qui sont des trésors extraordinaires de ressources pour éviter d'avoir à acheter des tonnes de livres tout le temps. On achète juste ceux qu'on veut vraiment garder, mais tous les autres sont tous à la bibliothèque ou en ligne. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Je veux conclure maintenant. Merci énormément à vous trois. On a Marie-Pierre Allard. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Pilote, merci énormément. Et Maryse, côté Amel, merci. Ça a été vraiment génial. On a eu une tonne de commentaires. Il y en a plein que je n'ai pas pu nommer aussi. Je pense qu'on a été utile pour les parents. Merci à vous trois. Merci. Merci. Salut. Alors, je vous laisse là-dessus tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Ouais. Continuez à nous suivre sur aidersonenfant.com. On a une tonne de ressources gratuites pour vous. Des ressources sur la sensibilisation financière, mais aussi sur plein d'autres choses, comme à l'habitude. Allez voir ça, puis on se revoit très bientôt. À bientôt tout le monde.